Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la kill sheet. C'est quoi la kill sheet? C'est une feuille de calcul, c'est-à-dire que euh, il y a deux pages. Il y a la première page, la deuxième page. C'est une feuille, en même temps, c'est un brouillon et un formulaire. Là, vous avez toutes les formules. Vous n'avez pas besoin d'un formulaire, d'un autre formulaire. Elle est complète pour faciliter le calcul et faire le calcul rapidement. Bon, il y a deux pages. La première page est mise à jour chaque jour avant la venue. Pendant les opérations de forage, il faut la mettre à jour, la première page. Tandis que la deuxième page, on ne la touche que lorsqu'on a une venue. Elle est uniquement utilisée si on a une venue. Et si on n'a pas de venue, on n'en a pas besoin. On n'utilise que la première. Mais puisque lorsqu'on a une venue, il ne faut pas perdre du temps. Il faut faire rapidement. Alors, il ne faut pas perdre son temps à calculer. Tous les calculs doivent être faits à l'avance. Alors, euh, c'est pour ça qu'il faut garder cette première page toujours mise à jour. Chaque jour, il faut la mettre à jour. Par exemple, si on a foré 50 mètres dans la journée, il faut 50 mètres parce que ça veut dire qu'on a ajouté 50 mètres de tige. On va ajouter les 50 mètres de tige ici et normalement, cette page peut être faite dans Excel, c'est très simple, dans Excel. Et lorsqu'on met à jour, par exemple, on met à jour la longueur des tiges, on met à jour, ou bien même, on n'est même pas obligé de mettre à jour la longueur des tiges, on va mettre à jour les profondeurs mesurées et verticales. Immédiatement, le calcul de la longueur des tiges va se faire automatiquement dans un tableur Excel. Par exemple, si on change la densité, aussi les calculs vont se mettre à jour automatiquement. Donc, il faut mettre à jour chaque jour cette première page. Tandis que la deuxième, comme j'ai dit, est utilisée uniquement si on a une venue. Bon, on va voir en détail la première page. Qu'est-ce qu'il y a dans la première page? Il y a aussi toutes les données concernant le puits. Ici, vous avez toutes les données concernant la formation, sa résistance. Ici, vous avez les pompes à bout, la capacité des pompes et les paires de charge à débit réduit. Là, c'est pour le suivi ou bien le contrôle de la venue. Nous avons les volumes, les nombres de coups de la pompe et le temps. Voilà. On va les voir plus en détail. Là, la partie données du puits. Alors là, vous avez toutes les données. Ce sont des données. Il n'y a aucun calcul à faire. La densité de la boue que vous utilisez. Bon, là, il y a le gradient. Si vous voulez le calculer, si vous en avez besoin, sinon, ce n'est pas la peine. Le gradient, c'est tout simplement la densité divisée par 10,2. Vous avez les données du sabot. Alors, vous avez le sabot, la dimension du tubage, par exemple 9/5/8, la profondeur mesurée et la profondeur verticale. La même chose pour le fond. Là, vous avez la dimension, par exemple 8,5, la profondeur mesurée et la profondeur verticale. Ici, la résistance de la formation. Alors, tout ça sont des données. À part celui-là qui se calcule, toutes les autres sont des données. On ne calcule rien. Ici, dans cette partie, vous avez les deux premières parties. Là, c'est le Likhoff test, le déroulement du Likhoff test. On a utilisé cette boue, la boue de densité, là, ici, qui a servi à faire le Likhoff test, et là, la pression de Likhoff test qu'on a obtenue en faisant le test avec cette boue. Donc ça, ce sont des données. Qu'est-ce qu'on calcule, nous, à partir de là? On calcule la densité maximale de la boue, c'est-à-dire la densité de fracturation. Là, comme je vous ai dit, la formule est écrite ici. Vous n'avez qu'à la suivre bêtement. Ce n'est pas la peine de réfléchir du tout. Là, la densité maximale de la boue, c'est B. B, c'est cette valeur-là. Ce qui est écrit ici. B plus A. A, c'est ce qui est écrit ici.
multiplié par 10,2 divisé par TVD sabot. TVD sabot, la voilà. TVD du sabot, elle est là. Donc, vous ne faites qu'appliquer la formule et vous allez obtenir une valeur ici. Pour calculer la masse ou bien la PADM avec la bout de densité initiale, vous appliquez aussi la formule, vous avez C qui est ici, moins la densité actuelle, c'est-à-dire ça, c'est D1, multiplié par TVD sabot, divisé par 10,2, et vous allez avoir ici la PADM. Voilà donc les données de la formation. Ici, nous avons la pompe, les deux pompes, la capacité de chaque pompe. Par exemple, ça, c'est le nombre, c'est le volume par coup. Par exemple, pour un coup, vous avez 20 litres, par exemple, 20 litres. Ici, vous avez les pertes de charge à débit réduit. Vous avez les deux débits réduits, par exemple 30 et 40 coups, et vous avez les deux pompes. Et ici, ce sont les valeurs que vous avez obtenues lorsque vous faites vous mesurez les pertes de charge au débit réduit. Bon. Il y a la deuxième partie ici en bas, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne le contrôle lui-même pour comptabiliser le volume, si vous voulez. Là, lorsque vous êtes en train de contrôler une venue, comme le cas lorsque vous êtes en train de cimenter, par exemple, vous devez connaître c'est-à-dire en quelque sorte, quand est-ce qu'il faut arrêter, quand est-ce qu'il faut passer d'une action à l'autre et tout ça. Par exemple, pendant la cimentation, quand est-ce qu'on doit accélérer la pompe, quand est-ce qu'on doit ralentir la pompe et tout ça. La même chose ici. Alors, dans le cas du casing, par exemple, comment on sait, comment on doit connaître, par exemple, la coût de pression, on peut ou bien comment dirais-je, le trouver à partir des volumes. Par exemple, il faut pomper 45 mètres cubes de boue pour avoir la coût de pression, ou bien le nombre de coups. Par exemple, je ne sais pas moi, 20 000 coups pour arriver à ça, ou bien le temps. Il faut circuler pendant, je ne sais pas, pendant 32 minutes pour avoir la coût de pression. Donc, il faut choisir l'un d'eux. La même chose pour le contrôle de la venue, on peut utiliser le volume. Par exemple, pour que la boue lourde arrive de la surface jusqu'à l'outil, il me faut remplir le volume intérieur de la garniture. Ça, si on comptabilise avec les volumes. Donc, si on utilise là, si on veut utiliser autre chose, c'est le meilleur, c'est le nombre de coups de la pompe, ou bien le volume, ou bien le nombre de coups de la pompe, ou bien le temps. En fait, le meilleur, c'est le nombre de coups de la pompe. C'est ça le meilleur paramètre de suivi de contrôle de venue, comme dans la cimentation. Mais il ne faut pas trop être confiant. Il est possible que le nombre de coups, le compteur tombe en panne pendant le contrôle de la venue, alors il faut trouver un autre moyen pour continuer la circulation ou bien le contrôle. Alors, on continue avec le volume ou bien avec le temps. C'est pour ça que, avant de commencer à contrôler une venue, il faut connaître le niveau zéro du bassin actif. Il faut connaître à quel niveau, quel est le niveau de la boue lorsqu'on va commencer le contrôle. Il faut mettre le compteur à zéro et il faut enregistrer le temps de démarrage pour que, on a dit, on utilise celui-là. Si le compteur tombe en panne, on peut continuer soit avec le volume, soit avec le temps. Voilà pourquoi il y a les trois. Et là, lorsque vous calculez de cette façon-là. Vous calculez, par exemple, pour le volume intérieur total, vous trouvez le volume intérieur, immédiatement, vous calculez le nombre de coups et le temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a tous les volumes nécessaires. Nous avons le volume intérieur de la garniture. Nous avons le volume espace annulaire découvert. Là, nous avons le volume espace annulaire casing et là, le volume
espace annulaire total. Ici, nous avons le volume de tout le puits, c'est-à-dire l'intérieur de la garniture et l'espace annulaire. Ça, si vous voulez, ça ne nous concerne pas beaucoup parce que ça concerne plutôt le boueux, parce que le boueux, il doit bariter tout le circuit, c'est-à-dire le volume total du puits plus le volume de la boue en surface. Tout ça doit être barité, donc il doit connaître le volume total en actif. Nous, en général, on ne dépasse pas le volume du puits total. C'est tout ce qu'on veut. Ça pour connaître qu'on a fait un cycle complet lors de la deuxième circulation de la drilleuse méthode ou bien la weight and weight. Bon, là, vous voyez, par exemple, celui-là, le volume intérieur total. Le volume intérieur total, de quoi est composée la garniture? Il y a les tiges lourdes, les heavyweights et les mastiges. Vous avez ici la longueur multipliée par le volume intérieur par mètre, la capacité donc intérieure. Alors, vous faites le calcul, ça multiplié par ça, vous trouvez un résultat. Là aussi, vous trouvez un résultat et ainsi de suite. Puis, vous faites le total, vous trouvez le volume intérieur total. Là, sans l'effacer de l'écran de votre calculatrice, vous allez le diviser par la capacité de la pompe. La capacité de la pompe qui est donnée ici. La capacité de la pompe qui est donnée ici. Voilà. Donc, vous allez le diviser par la capacité de la pompe, vous allez obtenir le nombre de coups. Le nombre de coups, vous allez le diviser par le débit réduit. Par exemple, si vous utilisez 30 coups, donc vous le divisez par 30 et vous allez obtenir le temps. La même chose pour le volume espace annulaire découvert. Seulement, il y a une chose dans l'espace annulaire découvert. Vous avez les dricolaires par l'open hole, le trou, la longueur des dricolaires par la capacité de l'espace annulaire trou dricolaire. Mais là, vous avez les drill pipes plus les heavyweights par le trou, c'est-à-dire parce que là, les drill pipes et les heavyweights ont le même diamètre extérieur, donc ils ont la même capacité annulaire. Voilà pourquoi on les a jumelés ensemble. Là, dans le casing, vous n'avez normalement que les tiges, parce que les heavyweights, les drillcolaires et une partie des tiges est dans le découvert. Donc, dans les tiges, dans le casing, il n'y a que les tiges. Voilà donc la première page de la kill sheet. La deuxième page, comme je vous ai dit, elle concerne exclusivement la venue. Mais au fait, on n'est pas obligé de la remplir si on utilise la Drillers méthode. Parce que si on utilise la Drillers méthode, on n'a pas besoin de tracer le graphe. Tandis que si on utilise la weight and weight, on est obligé parce que l'opérateur de la DUS n'a pas de repère fixe pour contrôler la venue. Alors, parce que lorsqu'on contrôle la venue, une fois que le débit réduit est atteint, les deux pressions vont changer. C'est-à-dire la pression en tête des tiges va diminuer, tandis que la pression en tête de l'annulaire va augmenter. C'est pour ça que cette page n'est remplie complètement que lorsqu'on va utiliser la weight and weight. Tandis que si on utilise la Drillers méthode, on n'utilise que la première, c'est-à-dire il faut calculer rapidement la densité requise, c'est tout. Tout le reste ne nous concerne pas. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette page? Il y a la PT1, vous avez PA1 et le gain. C'est les lectures lorsqu'on a fermé le BOP, la pression en tête des tiges, la pression en tête de l'annulaire et le gain. À partir de là, vous calculez la densité requise. Vous voyez, la formule est ici. Vous n'avez pas à chercher ailleurs. Vous n'avez qu'à appliquer ça. Donc, la densité du forage, la densité actuelle de forage, c'est celle-là. C'est celle-là. Vous la reportez là-bas. Plus PT1, PT1 est donné ici, multiplié par 10.2, divisé par la TVD. La TVD qui est ici.
Voilà. Donc, divisé par la TVD. Voilà. Et vous obtenez ici la densité requise. Ça, c'est le gradient de densité de la boue requise, c'est-à-dire le gradient de cette densité. S'il vous plaît, n'utilisez pas cette formule, elle est un peu compliquée. Directement, vous prenez la densité, vous la divisez par 10,2 et vous trouvez cette valeur si vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas la peine de perdre votre temps. Vous avez ici la pression de circulation initiale, c'est-à-dire la PR1 qui est égale au paire de charge plus PT1. Donc, PC1 qui est donné ici, elle est donnée ici, c'est ça, les paires de charge à débit réduit. Donc, en fonction de la pompe, en fonction de la vitesse, par exemple, si on utilise la pompe 2 à la vitesse 30 coups, donc on prend cette valeur-là et on la met ici. Donc, PC1 plus PT1, elle est ici, et vous allez avoir PR1. Là, la pression finale de circulation, lorsque la boue lourde arrive à l'outil, elle est égale à la densité requise divisée par D1, densité requise divisée par D1, multiplié par les pertes de charge. Attention, multiplié par les pertes de charge et non pas PR1. C'est PC1 et non pas PR1. Et vous trouvez ici PR1. Là, c'est quoi ce calcul? Qu'est-ce qu'il concerne? Le gars qui utilise la weight and weight, comme je vous ai dit, il ne peut pas se baser sur la pression en tête de l'annulaire ou à la pression en tête du tige parce que les deux changent pendant la circulation de la boue lourde. Alors il doit obligatoirement suivre l'évolution du graphe. Le graphe évolue de PR1 lorsque la boue entre juste dans les tiges jusqu'à atteindre PRR lorsque la boue arrive à l'outil. Alors, comment doit-il contrôler que les valeurs lues sur le manomètre tige, ici on utilise uniquement le manomètre tige et non pas le manomètre annulaire. Alors, comment doit-il suivre l'évolution des pressions et comparer ce qu'il lit sur le manomètre tige? Il doit le comparer à ce qui est au graphe, aux pressions données sur le graphe. Il ne va pas le suivre chaque coup, mais plutôt chaque 100 coups. Donc, à 0 coup, par exemple, il doit s'assurer que la valeur lue est la même que celle dans le graphe. Après, il continue. Lorsqu'arrive à 100 coups, c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là qu'il doit revoir les pressions. Est-ce qu'elles correspondent aux pressions du graphe ou non? Après, c'est 200 coups, 300 coups, donc chaque 100 coups. Alors là, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne tout simplement de combien chute la pression chaque 100 coups. Parce qu'on a vu que la pression en tête des tiges va diminuer de PR1 jusqu'à PRR. Quelle est la valeur de diminution? C'est ce qu'on a calculé ici. Par exemple, si vous avez PR1 50 bars et chaque 100 coups, là, on a trouvé 3 bars. C'est-à-dire que chaque 100 coups, la pression en tête des tiges doit chuter de 3 bars. Par exemple, à 0 coup, c'est 50 bars. À 100 coups, je dois trouver 50 moins 3, c'est-à-dire 47. À 200 coups, je dois trouver 47 moins 3, c'est-à-dire 57 moins 3, c'est-à-dire 54, et ainsi de suite. Ou plutôt, 47 moins 3, c'est 44, et ainsi de suite. À partir de là, on peut tracer le graphe ici. On va voir sur un exemple après comment on trace le graphe ici. Donc, vous avez le tableau et vous avez le graphe. Voilà grosso modo ce que c'est que la calcite. On va voir ça sur un exemple. Voilà. Prenons cet exemple. Là, j'ai mis les données en grisé parce que ça, ce sont des données. Il n'y a pas de calcul ici. Donc, vous voyez ici, vous avez le forage, la boue de densité 1,42.
Le sabot, vous avez un casing 1338, la profondeur mesurée 1402, la profondeur verticale 1230. Le puits, il a une dimension de 12 un quart, profondeur mesurée 2805, TVD 2540. Attention, s'il vous plaît, retenez bien la chose suivante. Les côtes verticales ou bien la hauteur de l'abo vertical est utilisée exclusivement pour le calcul de la pression hydrostatique, tandis que la profondeur mesurée est utilisée pour le reste, c'est-à-dire pour le calcul des volumes ou bien pour le calcul de perte de charge et tout ça, parce que le volume, il dépend de la profondeur mesurée et non pas de la profondeur verticale, tandis que la pression hydrostatique, lorsqu'il s'agit de calculer la pression hydrostatique, il faut prendre la profondeur verticale. Voilà le détail. Si vous avez un puits vertical, totalement vertical, on trouve que la profondeur mesurée est la même que la profondeur verticale. Là, la résistance de la formation, vous avez les données. Ça, ce sont des données. Au moment, on a fait le Lickhoff test avec une boue de densité 1,28 et on a trouvé une pression maximale en surface, c'est la pression de Lickhoff test, de 79 bars. Ces valeurs n'existent pas, elles doivent être calculées à partir de toutes les autres données. Là, vous avez les données de la pompe, les capacités des pompes, par exemple, 19,02 litres par coup pour les deux pompes. Là, vous avez les pertes de charge à débit réduit. Bon, il y a normalement 30-40, mais dans les examens, on donne un seul débit pour que tout le monde utilise le même débit, parce que s'il utilise 30 et 40, alors il y en a qui vont faire le calcul avec 30 et 40, ça va compliquer la correction de l'invigilateur, donc il donne une seule valeur, c'est par exemple 30 ou bien 40. Alors, là, comme vous voyez, 40 à 40 coups, les pertes de charge à débit réduit pour la pompe 1, c'est 42 bars, et la pompe 2, 42 bars. Voilà, donc tout ça, ce sont des données. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'il y a comme calcul à faire? Il n'y a que ça de calcul à faire. On va le faire là. Ne vous trompez pas dans les calculs, à vos calculatrices, et ici, vous allez trouver ici CB plus A 79 multiplié par 10,2 divisé par TVD sabot, et vous allez trouver 1,93. Vous pouvez mettre en pause la vidéo et faire le calcul pour vous assurer de ça, pour vous entraîner. La même chose, la PADM, elle est égale à C que vous avez trouvé ici, c'est la densité maximale, moins, attention, n'oubliez pas cette parenthèse, surtout, n'oubliez pas cette parenthèse. Ça, les parenthèses appartiennent à C, comme c'est écrit ici, avec les parenthèses. Donc, C, là, c'est 1,93, moins la densité actuelle, c'est 1,42, vous fermez la parenthèse, multiplié par TVD sabot 1230, divisé par 10,2 et vous allez trouver 61 bars. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme calcul dans cette partie. Par contre, ici, vous avez les données. Voilà. On vous donne la longueur des tiges lourdes, des heavyweight. On vous donne la longueur des drills collars. Mais on ne vous donne pas la longueur des tiges. C'est à vous de les calculer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se trompent. Là, pour calculer les volumes, il faut utiliser la profondeur mesurée et non pas la profondeur verticale. Attention, la profondeur mesurée. Il s'agit d'un volume. Donc, vous prenez ici la profondeur mesurée moins donc là, plutôt, la profondeur mesurée moins la longueur des heavyweight, moins la longueur des tiges et des drills collars, et vous allez trouver la longueur mesurée des tiges, vous allez trouver 2510. Les autres sont des données. Donc, nous avons 165 mètres de décollage, 130 mètres de tiges lourdes, ça c'est à calculer. Et là, vous avez les capacités internes, c'est-à-dire le volume
un terme par mètre de tous les constituants. Donc, vous faites ce calcul, donc le premier, ce calcul, puis vous multipliez ça par ça, vous trouvez un résultat ici, la même chose ici, la même chose ici, puis vous faites le total. Lorsque vous faites le total, voilà, je vous ai fait le calcul ici. La longueur de drill pipe égale la profondeur mesurée moins la hauteur des heavyweight moins la hauteur des décollage et vous allez trouver 2510. Donc, le calcul est devant vous. Alors, vous allez trouver 24 231 litres. Sans effacer ce résultat de votre calculatrice, vous allez immédiatement le diviser par la capacité de la pompe. La capacité de la pompe, elle est ici, dans les données de la pompe. Donc, la capacité de la pompe. Et pour vous faciliter le travail, écrivez-le ici sur votre kill sheet. C'est un brouillon, c'est pas dangereux. Donc, vous allez l'écrire ici pour ne pas à chaque fois retourner dans la première page. Et là, vous avez le débit réduit 40 coups. Donc, vous avez ce résultat sur votre calculatrice. Vous le divisez immédiatement par 19,02, vous allez obtenir le nombre de coups pour circuler l'intérieur, c'est-à-dire de la surface jusqu'à l'outil. Vous trouvez 1274. Sans effacer ce résultat de votre calculatrice, vous le divisez par le débit réduit, 40 coups, et vous allez trouver le temps. Donc, voilà comment vous calculez. Vous commencez par calculer ça. Après, vous calculez les sous-résultats et à la fin, vous obtenez le total, le volume total de la garniture, intérieure garniture. Vous le divisez par la capacité de la pompe, vous allez obtenir le nombre de coups pour circuler l'intérieur. Vous divisez par le débit réduit et vous obtenez le temps. La même chose pour les autres. Alors, les autres, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la drill collar tout. Les drill collars, vous avez 165 mètres. La capacité annulaire, l'espace annulaire, 43,6 et on ne vous donne pas ça. On ne vous donne pas ça. C'est quoi ça? Cette longueur, c'est quoi? C'est la longueur, la longueur des tiges dans le tubage, plus la longueur des tiges et des heavyweight. La longueur des tiges et des heavyweight. Parce que, comme on l'a dit, c'est-à-dire toute cette longueur dans l'espace annulaire. Il faut enlever la partie dans les tiges, dans le casing. Donc, on calcule cette partie-là qui est égale à la hauteur des tiges dans le découvert plus la hauteur des heavyweight dans le découvert, puisqu'elles ont le même diamètre extérieur. Donc là, nous excluons les décollars. Bon. Maintenant, quelle est cette longueur? Elle est égale à combien? Voilà. Comment on a trouvé ça? C'est la longueur des drill pipe et des heavyweight égale la profondeur mesurée moins ça, la profondeur mesurée du sabot pour exclure la partie tubage moins les drill collars, la longueur des drill collars, et nous allons trouver 1238 mètres de drill pipe et heavyweight dans le tout. Voilà, 1238 mètres. Vous faites le calcul et vous allez trouver un total de le volume découvert, annulaire découvert, vous allez trouver 84 817. Vous le divisez par 19,2, vous allez trouver 4 459. Vous le divisez par le débit réduit et vous allez trouver 111 minutes. La même chose ici, drill pipe casing. Drill pipe casing, vous prenez ici la hauteur mesurée du sabot, 1402, multiplié par la capacité qui est donnée, et vous allez trouver 90 850, la même chose divisé par ça, et divisé par ça, et vous allez trouver le nombre de coups et le temps. Volume annulaire total, on vous le dit F plus G, F plus G, et on trouve, là, 175 667, on divise par ça, on trouve
ça, et on divise par ça, on trouve ça. Volume du puits total, c'est quoi? Volume du puits total, c'est D, le voilà, c'est l'intérieur de la garniture, plus H. H, c'est l'espace annulaire total. Et vous allez trouver 199 898. Vous le divisez toujours par la capacité de la pompe, vous trouvez le nombre de coups, vous divisez par le débit réduit et vous allez trouver 263. Bon, si on vous donne le volume du bac actif, par exemple, le bac actif contient 30 000 litres, alors vous ajoutez 30 000 plus ça et vous allez trouver le volume total actif, c'est-à-dire à parité. Voilà donc comment on fait le calcul. La deuxième page maintenant, supposez que vous avez une venue et ça, ce sont des données, les données de la venue. 31 bars, 36 bars, 1220 litres. Alors, pour calculer la densité requise directement, vous avez la densité de votre bout actuel, 1,42, vous la lisez ici. Là, voilà, 1,42. Là. Donc, vous avez la densité actuelle, 1,42, plus, là, c'est quoi? C'est PT1. PT1, c'est 31, multiplié par 10,2, divisé par TVD, la profondeur verticale totale. Et vous allez trouver ici 1,55. Là, ce n'est pas la peine de le calculer. On calcule maintenant PR1. PR1 est égal à PC1, les paires de charges à débit réduit. On a trouvé ici les paires de charges à débit réduit, c'est 42. Pour les deux pompes, 42, 42. Donc, la 42 plus PT1, elle est donnée ici. Donc, et on trouve ici 73 bars. Là, DR sur D1, DR c'est 1,55, divisé par D1 c'est 1,42, multiplié par la PC1, PC1 c'est 42, et vous allez trouver 46 bars. Maintenant, vous faites le calcul ici pour trouver de combien doit chuter la pression en tête des tiges à chaque son coup. Alors, on vous donne les formules, ce n'est pas la peine de vous casser la tête. Vous commencez par calculer K, qui est égal à PR1 moins PRR. PR1 moins PRR, et vous allez trouver 73 moins 46, vous allez trouver 27. Ici, vous prenez les 27, vous les multipliez par 100 et vous les divisez par E. C'est quoi E? C'est le nombre de coups pour circuler l'intérieur de la garniture. E, voilà E. Parce que là, on utilise le graphe lorsque la boue se déplace de la surface jusqu'à l'outil, c'est-à-dire le temps qu'on a circulé l'intérieur de la garniture, c'est-à-dire 1274 coups. Donc, voilà. Donc, K multiplié par 100 divisé par E, 1274, et on trouve 2,11 bars par 100 coups. Donc, chaque 100 coups, on doit enlever 2,11 bars. Voilà. Maintenant, on arrive au graphe. Là, le graphe, vous avez ici le tableau à remplir, puis à tracer le graphe. Alors, là, le tableau à remplir, vous allez ici mettre le nombre de coups de 0 jusqu'à ce que la boue lourde arrive à l'outil. Chaque 100 coups, 0, 100, 200 et ainsi de suite, jusqu'à 1200 et 1274. C'est là que la boue lourde arrive à l'outil. Et à chaque fois, à 0, c'est-à-dire tout au début, vous allez lire PR1. Et cette pression va chuter de 2,11 bars, les 2,11 bars que nous avons trouvés ici, voilà, 2,11 bars. La pression va chuter de 2,11 bars chaque 100 coups. Donc, 73 moins 2,11, c'est à peu près 71, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle arrive à la pression, la PRR. Donc, PR1, à 1274 coups, nous allons trouver PR1. Voilà donc à quoi sert le tableau. Après, on va tracer le graphe.
Là, pour tracer le graphe, vous n'avez pas à trouver l'échelle, par exemple, 0 coup, 100, 200, 300. Ah non, je vais changer 0, 100, 200. Non, non, non. Mettez uniquement, là parce qu'on ne vous demande pas le jour de l'examen de le faire. D'ailleurs, même si vous avez une venue, je vais vous en parler, vous n'avez pas besoin du graphe. Alors, vous mettez les deux valeurs. Prenez de l'espace, ne le mettez pas l'une à côté de l'autre. Là, vous prenez PR1 à 0, vous lisez PR1, 0, PR1. À 1274, vous lisez 46 et vous joignez. Donc, vous avez un point ici, 1274, 46 et 0,73. Après, vous allez tracer le graphe. Le graphe, donc, PR1 jusqu'à PRR, ça c'est la pression en tête des tiges, puis elle reste constante. En fait, si on voit la réalité, lorsqu'on a une venue et on utilise la weight and weight, il est préférable, il est beaucoup plus facile et plus juste d'utiliser le tableau que le graphe. Parce que, supposons que vous avez fait 100 coups, vous avez 100 coups, vous êtes ici, donc là, il faut être bien à l'échelle, là, 100 coups. Alors, vous allez lire ça et vous allez essayer de savoir à quoi est égale cette valeur, ce qui est vraiment difficile. Il faut avoir un graphe bien clair et bien à l'échelle. Mais pourquoi vous cassez la tête avec le graphe alors que vous avez la valeur ici à 100 coups, vous devez lire 71. Donc, pour moi, le graphe ne sert pas à grand-chose lorsqu'on utilise la weight and weight, on utilise le tableau qui est plus clair, plus facile, tout près, au lieu de vous casser les pieds avec le graphe. Voilà donc la kill sheet. C'est tout ce qu'il y a pour la kill sheet. Il reste une petite chose pour la kill sheet, c'est comment arrondir. Parce que là, si vous trouvez une valeur, par exemple, ici, vous trouvez 1,55. Vous trouvez, par exemple, 1,55,3. Est-ce que vous écrivez 1,55 ou bien 1,56? Attention, la règle mathématique dans ce cas-là ne s'applique pas. Là, de 5 à et plus, vous arrondissez vers le haut et de 4 et moins, vous arrondissez vers le bas. Elle ne s'applique pas ici, dans quelques valeurs. Regardez. Regardez pour ce qui est arrondir. Et c'est très important. Là, ce qui est résistance de la formation. Ce qui est résistance de la formation. Parce qu'on fait le Likhoff test, nous avons notre bout et notre pression de Likhoff test. Maintenant, on calcule la densité maximale, c'est-à-dire la densité de fracturation. On calcule la pression de fracturation et on calcule la PADN. Alors là, si vous trouvez, nous avons trouvé 1,93, la densité 1,93. Supposez que vous avez trouvé, là, si on calcule la densité de fracturation, nous allons trouver 1,9351. Bon, on prend uniquement 1,93,5. Celui qui vient après, on s'en fout, parce que nous allons arrondir au deuxième. Celui qui vient après, c'est 5. Alors, est-ce qu'on écrit 193 ou bien 1,93 ou bien 1,94? Attention. Là, lorsque on atteint 1,935, nous avons commencé à fracturer. Donc, il ne faut pas l'atteindre. Donc, si vous arrondissez plus haut, 1,94, c'est déjà trop tard, vous avez fracturé, alors qu'il ne faut pas fracturer. Donc, vous restez en dessous, vous ne prenez que 1,93. Même si vous lisez 1,93,9, vous arrondissez en bas. Donc, tout ce qui est fracturation, pour ne pas fracturer, il faut arrondir vers le bas. C'est-à-dire la densité de fracturation, la pression de fracturation, la pression maximale admissible, tout ça doit être arrondi vers le bas. Tout ce qui concerne la fracturation est arrondi vers le bas. Attention, comme ici par exemple, la PADM par exemple, elle est égale à 61 bars.
Normalement, là, le superviseur qui a fait le calcul, il sait que pour lui, la PADM est 61 bars. Mais la consigne qu'il doit donner au chef de poste, c'est il doit garder une sécurité. Par exemple, il doit garder 4 barres de sécurité. Il lui dit il ne faut pas atteindre 57 barres. Il garde les 4 barres en sécurité. Donc ici, là, si vous trouvez par exemple, comme le calcul le donne, 61,5. Alors, si vous donnez 60, pratiquement sur chantier, 60 est juste, tandis que 62 est archi faux. 60 est juste, parce que 55 est juste, tandis que 62 est archi faux. Donc, faites attention, tout ce qui est fracturation, il faut arrondir vers le bas. La deuxième partie, c'est la densité requise, PR1 et PRR. Tout ce qui est densité requise, par exemple, vous trouvez 1,54,4. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous utilisez, par exemple, une boue de densité 1,54, vous arrondissez vers le bas. À la fin de la circulation, à la fin du remplacement de la boue légère par la boue lourde, vous arrêtez le pompage et vous fermez le puits, vous n'allez pas lire zéro. C'est-à-dire que votre puits n'est pas neutralisé. Vous êtes obligé d'ajouter un point dans la densité de la boue et refaire le cycle. Donc, là, la densité requise, obligatoirement, il faut arrondir vers le haut. Comme ici, vous trouvez 1,54,4, si normalement, vous devez écrire 1,55. Pratiquement, si vous utilisez une boue de densité 1,60, elle est juste. Les 5 points, c'est une sécurité. Mais si vous mettez 1,54, c'est archi faux. Attention, là, c'est très important. Et tout ce qui suit, là, il n'y a pas, tout ce qui est ici, la densité requise, la pression PRA et PRR, tout ça doivent être arrondis vers le haut. La densité requise, la première, et aussi la PR1 et PRR, il ne faut jamais descendre au-dessous du graphe. Il ne faut pas la pression. Lorsqu'elle est ici, vous allez avoir un autre bouchon. Donc, il faut le garder toujours supérieur à PR. Voilà donc la kill sheet. Passons à autre chose maintenant. Il y a le stripping. C'est quoi le stripping? Le stripping, c'est lorsqu'on est éloigné du fond, par exemple pendant la remontée, vous avez déclenché une venue. Ça dépend, vous avez déclenché une venue parce que la pression hydrostatique a chuté. Que ce soit en pistonnant un certain volume important qui a chuté la pression hydrostatique et qui a créé la venue, alors lorsque vous avez constaté que vous avez pistonné, vous avez arrêté et vous avez fermé le puits. Là, lorsque vous êtes en manœuvre et vous fermez le puits, vous fermez le BOP annulaire parce que vous allez revenir vers le fond. S'il y a un bouchon, quel que soit le cas, il faut l'évacuer. Alors, il y a le cas où vous avez pistonné vers le haut ou bien un défaut de remplissage. Vous ne remplissez pas le volume exact, la pression hydrostatique a chuté et vous avez eu une venue. Donc, dans les deux cas, il faut revenir vers le fond. Comment revenir vers le fond? Il faut fermer le BOP annulaire. D'ailleurs, si vous avez pistonné, même s'il n'y a pas de retour, vous êtes obligé de revenir au fond pour évacuer le bouchon intrus. Mais là, vous n'êtes pas obligé de revenir vers le fond, revenir au fond avec le puits ouvert, avec le puits plutôt fermé en stripping. Vous pouvez revenir au fond avec le puits ouvert tant qu'il n'y a pas de retour. Par exemple, si vous avez pistonné un petit volume, le petit volume n'est pas important pour créer la venue, donc il n'y a pas de retour.
Là, il faut revenir au fond. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre en place la grey valve. Bien sûr, pour la mettre en place, on commence par mettre en place la safety valve ouverte, puis on la ferme, puis on met au-dessus la grey valve, puis on ouvre la safety valve et on descend. Tant qu'il n'y a pas de retour, on descend avec le puits ouvert. Lorsque le puits se met à débiter, à ce moment-là, vous allez fermer le BOP annulaire et continuer en stripping. Si vous êtes arrivé jusqu'au fond et le puits ne s'est pas mis à débiter, eh bien tant mieux, on n'est pas obligé de faire le stripping si le puits ne débite pas. Alors, on commence le stripping en obturant l'intérieur en utilisant une grey valve, en mettant une place, une grey valve, et on descend. Alors, lorsqu'on descend avec le BOP fermé, c'est une opération lente, délicate et dangereuse. Alors là, le puits est fermé. Le volume est constant. Alors, lorsque vous introduisez, qu'est-ce que vous êtes en train d'introduire dans le puits lorsque vous avez une grey valve à l'intérieur? Vous êtes en train d'introduire le volume extérieur. Donc, vous avez un volume important qui va s'ajouter dans le puits. Puisque le puits est fermé, qu'est-ce qu'il va faire? Ce volume supplémentaire, il va augmenter la pression dans le puits. Vous risquez de fracturer. Donc, il faut bien surveiller la pression en tête de l'annulaire pour ne pas atteindre la pression maximale admissible. En plus de ça, vous descendez le volume extérieur, ce qui augmente la pression, mais en même temps, le gaz est en train de migrer avec le puits fermé, donc il va encore augmenter la pression. Bon, il y a une formule qui vous donne quel est le volume à purger et tout ça, mais en réalité, en pratique, on s'en fout de ce volume, ce qui nous concerne, nous, on s'en fout. Qu'est-ce que ça peut nous foutre que le volume a augmenté ou non? Ce qui nous concerne le plus, c'est plutôt la pression. Il faut surveiller la pression. Elle ne doit pas atteindre la pression maximale admissible, sinon on va fracturer. Donc, voilà comment on fait. Donc, on descend le puits fermé, on descend la garniture avec la grey valve. Puisqu'il y a une grey valve, donc la garniture ne se remplit pas. La première des choses, il faut remplir la garniture, sinon, sous l'effet des pressions dans le puits qui sont énormes, si vous ne remplissez pas la garniture, elle risque de s'écraser. La deuxième des choses, lorsque la pression atteint ou s'approche de la pression maximale admissible, il faut purger pour réduire la pression en tête de l'annulaire pour ne pas fracturer. La troisième chose, ne croyez pas que vous allez pouvoir faire du stripping si le poids de la garniture est faible, parce qu'il y a trop de pression dans le puits. Si le poids de la garniture n'est pas important, la garniture ne descend pas. Il faut que le poids doit être supérieur à la poussée créée par la pression dans le puits. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire du stripping si la garniture n'est pas assez lourde. Il faut trouver un autre moyen. Voilà donc le stripping. Là, plus dans le stripping, là, il y a le corps de la tige qui passe et il y a le tout joint. Alors, pour préserver votre membrane, surtout si vous êtes très loin du fond, il faut faire tout pour qu'elle arrive, pour que vous arriviez jusqu'au fond sans endommager la membrane. Alors, la première des choses, lorsque vous faites le stripping, vous devez réduire la pression qui a servi à fermer le BOP, et surtout si vous avez un BOP hydrile, parce que les autres, la pression ne contribue pas, mais avec le BOP hydrile, si vous avez fermé votre BOP sur la garniture pour faire du stripping, il faut carrément rabaisser la pression en tête de l'annulaire, plutôt dans la pression annulaire de l'unité commis avec le régulateur jusqu'à 0. Il faut carrément enregistrer 0
Et là, ne croyez pas que le BOP va s'ouvrir. Il y a la pression dans le puits qui l'empêche de s'ouvrir. Même si vous voulez l'ouvrir, il ne s'ouvre pas. Donc, n'ayez aucune crainte. On dit dans la théorie que même si vous arrivez à créer une petite fuite entre la tige et la membrane, c'est bien, ça va servir à lubrifier la membrane. Seulement, en pratique, on n'arrive jamais. Tant qu'il y a de la pression dans le puits, il n'y aurait pas de fuite par là, sauf si la membrane est endommagée. Alors, donc, la première des choses pour préserver la membrane, il faut réduire la pression annulaire de l'unité Cumming. Il faut carrément la mettre à zéro. La deuxième des choses, il faut essayer de limer les traces de la cale ainsi que les traces de la clé ici. Il faut les limer pour ne pas endommager votre membrane. Et essayez même de mettre un peu de graisse ici pour faciliter le passage du tout de joint sans endommager la membrane. Voilà donc le stripping. Là, le stripping avec le BOP annulaire. Si la membrane est endommagée pendant la descente, comme Idril, il dit il a une procédure carrément de remplacement de la membrane pendant le stripping, c'est-à-dire que vous fermez le BOP de maintenance, celui qui vient au-dessous de la mud cross, et vous pouvez ouvrir votre BOP annulaire et remplacer la membrane. Ça, c'est Idril qui le dit. Si vous ne pouvez pas la remplacer, alors vous pouvez utiliser les pipe rams, ce qu'on appelle le stripping ram to ram. Alors, comment on fait? On utilise les deux pipe rams les plus éloignés possibles. Dans notre cas, vous pouvez utiliser le BOP à rams de maintenance, celui qui est au-dessous de la mud cross, parce que là, on ne parle plus de contrôle de venue, on fait du stripping, ce n'est pas le contrôle de venue, c'est-à-dire on ne va pas circuler au-dessous de lui, donc on peut l'utiliser. Vous pouvez utiliser le BOP au-dessous de la mud cross et celui tout en haut. Donc le lower BOP et le upper BOP pour avoir une distance suffisante. Parce que si vous utilisez deux BOP l'un à côté de l'autre, vous allez faire plusieurs opérations, c'est-à-dire pour ouvrir et fermer, parce que les deux BOP sont proches. Alors, il faut utiliser les BOP les plus éloignés possibles pour réduire le nombre d'interventions. Alors là, vous avez votre BOP fermé. N'oubliez pas que vous avez le BOP fermé, donc cette partie est en pression alors que celle-là est à la pression atmosphérique. Vous fermez lorsque le tout de joint arrive ici, vous fermez le BOP en haut, mais attention, vous fermez le BOP en haut et vous ouvrez celui en bas. Mais avant d'ouvrir ce BOP, il faut pomper à partir de la kill line pour égaliser les pressions au-dessus du BOP ici. Ce BOP fermé, il faut augmenter la pression ici, l'égaliser avec celle-là pour pouvoir l'ouvrir. Comment vous faites? Vous allez pomper à partir de la kill line pour pouvoir l'ouvrir ou une autre conduite de toute façon de remplissage. Voilà. Lorsque l'autre tool joint arrive à ce niveau, à ce moment-là, il faut fermer ce BOP, mais attention, avant d'ouvrir celui-là, n'oubliez pas que cette partie, vous avez piégé une certaine pression, la pression dans le puits. Donc, avant d'ouvrir, il faut purger et après, il faut ouvrir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, à la prochaine. Je vous remercie.